Alors pourquoi ce film a-t-il été une véritable révolution cinématographique dans l'histoire des films de guerre? Et pour ça, il faut parler un peu justement de l'histoire de ces films de guerre. Les films sur la Seconde Guerre mondiale, ça ne date pas d'hier, hein. Il y avait d'ailleurs déjà des films sur la Seconde Guerre mondiale durant la Seconde Guerre mondiale. On pense notamment aux films de John Ford. Le problème, c'est que ces films des années 50, 60, même 70, c'était des films fort aseptisés. Hein, la guerre n'était pas mise au premier plan, c'était vraiment l'héroïsme. En fait, ces films de guerre des années 50, 60, 70 surfaient sur la vague des fameux westerns américains. Le soldat américain y est vraiment représenté comme le cow-boy, comme le sauveur qui arrive en Europe pour combattre les méchants, les nazis. On ne peut pas reprocher à ces films des années 50, 60, 70 de faire de l'irréalisme. On parle bien sûr de vrais faits de guerre, hein, ce qu'on pense aux jours les plus longs, on pense à Tora Tora Tora, on pense à la bataille des Ardennes, la bataille de Midway, la bataille d'Angleterre. Ce genre de films sont tirés de faits réels, bien entendu, c'est des histoires de la Seconde Guerre mondiale. Le problème, c'est l'image de l'époque qu'on a voulu leur redonner. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces films sont sortis quand même dans les années 60, 70. Un climat de guerre froide, un climat de guerre. Les Américains, dans les années 60, sont englués dans la guerre au Vietnam et il faut continuellement envoyer des soldats pour aller se battre. Vous pouvez donc bien comprendre que les réalisateurs de l'époque ne voulaient pas montrer la réalité crue et horrible de la guerre, de peur justement d'effrayer les mères américaines, ce qui aurait poussé ces mères à ne plus envoyer leurs fils se battre et mourir durant la guerre du Vietnam. C'est ça qui fait du film Il faut sauver le soldat Ryan une révolution. C'est que Steven Spielberg a totalement détruit le stéréotype du film de guerre un peu entre guillemets gnangnan, dans le sens où le soldat américain est glorifié dans son acte. D'ailleurs, dans les vieux films des années 60-70, on ne voit pas du sang. Quand un Américain il meurt avec gloire, il meurt proprement. On n'a pas des morceaux de boyaux déchiquetés, on ne voit pas cette réalité de la guerre, parce qu'on ne voulait pas montrer la réalité de la guerre, justement pour ne pas choquer l'opinion publique. Replaçons-nous alors dans le contexte de la sortie du film Il faut sauver le soldat Ryan en 1998. À partir de la fin des années 80, il va y avoir un déclin dans la sortie des films de guerre. Dans les années 80, déjà, il y en avait beaucoup moins que ce qui était sorti dans les années 60-70. Hein. Imaginez-vous que si dans cette décennie, entre 2009 et 2019, on a été bombardé de films de super-héros avec le MCU, avec le DC Comics et autres, dans les années 60-70, on était bombardé par des films de guerre en tout genre. Mais à partir des années 80, c'est un style de cinéma qui va commencer tout doucement à s'essouffler. On va avoir l'arrivée des premiers gros blockbusters hein, qui vont reprendre de la vigueur, et les films de guerre des années 60-70 va commencer tout doucement à se réduire. Après ça, on va arriver dans les années 90, et là, dans les années 90, on va encore avoir beaucoup moins de films de guerre. Ça va vraiment être un style un peu cliché et vraiment épuisé jusqu'à la gare. D'ailleurs, les films de guerre qu'on a durant les années 90, je parle d'un point de vue occidental, parce qu'il y a eu des films de guerre russes, etc. Il y en a eu beaucoup moins, et surtout, ça n'était plus la guerre qui était au centre de l'intrigue. C'était par exemple l'Holocauste, avec la liste de Schindler, on a également le patient anglais, on a ce genre de film qui ne parle pas vraiment de la Seconde Guerre mondiale dans le terme des batailles, en fait. C'est plus des récits. Et c'est pour cela qu'en 1998, quand Steven Spielberg il reçoit le script, c'est pas en 98, hein, c'est quelques années auparavant, eh bien il va être tout de suite emballé, lui qui, je rappelle, est quand même un passionné de la Seconde Guerre mondiale. Mais Steven Spielberg, il veut créer une révolution. Steven Spielberg, c'est un gars qui est passionné par la Seconde Guerre mondiale, qui a été bercé, qui a grandi avec tous ces vieux films de guerre des années 60-70, mais lui, il veut donner une autre vision à la guerre. C'est pour cela qu'il faut sauver le soldat Ryan va révolutionner le genre, c'est qu'il va montrer la guerre, donc la vraie guerre, les combats, les explosions, mais d'un point de vue humain, et plus d'un point de vue de soldat, de héros. Et ça, c'est très important, ça se ressent directement dans le film. Alors, comment Steven Spielberg va-t-il s'y prendre pour détruire le stéréotype du film de guerre des années 60-70 dans son film Il faut sauver le soldat Ryan? Eh bien, il va le faire en montrant surtout la réalité de la guerre, en humanisant la guerre, en ne mettant plus le soldat américain sur un piédestal, en faire une machine de guerre sans peur et sans reproche, mais vraiment en montrant la réalité de la guerre.
Alors il n'a pas été le premier à le faire hein, dans l'histoire. C'est pas parce que les films des années 60, 70, 80 ont été totalement aseptisés d'un point de vue violence qu'il n'y a pas eu de films violents, hein, bien entendu. Hein. Pensez à Apocalypse Now, pensez à Full Metal Jacket, même si ces films se déroulent durant la guerre du Vietnam. Il y a eu des réalisateurs qui l'ont fait. C'était pas la majorité des films, mais il y en a eu. Mais Steven Spielberg, il va vraiment relancer ce point de vue vraiment humain de la guerre. Et il va le faire en le montrant de deux façons. Il va le montrer via le débarquement de Normandie, donc la scène du débarquement, et il va le montrer via le traitement que va subir John H. Miller tout au long du film. Comment est-ce qu'il va le montrer au débarquement? En montrant la violence de ce qu'a été le débarquement sur Omaha Beach. Alors cette scène, bien sûr, elle n'est pas dépourvue d'erreurs. Ça, j'en parlerai dans la partie des incohérences et des anachronismes. Mais la violence que l'on voit dans cette scène, elle est réaliste. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas une violence dans le sens de glorifier la violence, hein. C'est juste du réalisme. Croyez-moi que quand un obus de mortier vous tombe dessus, vous êtes coupé en deux. Une MJ-42, ça vous envoie des bastos qui vont à 1000 mètres par seconde, qui vous coupent littéralement en deux. Ça a été une 25 minutes qui ont choqué les gens, mais qui ont montré la réalité de ce que c'était. Il n'y a rien de glorieux à montrer des soldats américains mourir pour la gloire. C'est plus glorieux de voir des soldats américains braver l'horreur et la terreur de ce débarquement, des balles qui sifflent, des explosions. Ça, c'est leur rendre gloire. Et durant ces 25 minutes, Steven Spielberg, il fait un véritable doigt d'honneur à tous ces films des années 60-70 qui montraient des Américains rouler sur les Allemands, littéralement, des Américains être beaucoup trop forts. Durant cette scène du débarquement, on voit bien que les Américains, on le ressent. Ils ont du mal, ils ont chie, même si dans la réalité historique ça dure plus longtemps que ces 25 minutes, mais bon c'est normal, c'est un film, vous n'allez pas faire ça vraiment à taille réelle. Mais rien que durant cette scène, Steven Spielberg, il pose son bail, il dit voilà, ça c'est la guerre, ça c'est l'horreur de la guerre, ça c'est ce que les soldats américains ont vécu, ces pauvres mecs qui se sont entraînés pendant 2 ans, qui ont déjà été combattre en Afrique du Nord ou en Sicile, ces mecs qui étaient motivés, ils avaient peur mais motivés, mais qui n'arrivent même pas à poser un pied sur la plage avant de se faire fusiller littéralement par les MG42. C'est ça ce qu'a voulu montrer Steven Spielberg, c'est ça qu'on parle d'humanisation de la guerre. C'est vraiment le point de vue qu'on en a. D'ailleurs, regardez bien durant cette scène, il y a beaucoup de séquences qui sont en vue à la première personne, qui sont filmées depuis le point de vue du capitaine John H. Miller. C'est ça vraiment ce point de vue humain. C'est qu'il a voulu montrer le débarquement de Normandie, non pas de haut, mais vraiment de l'intérieur. Et ça a été une réussite, hein. Cette scène est tout simplement incroyable. Mais cette scène du débarquement de Normandie, aussi utile soit-elle, ce n'est pas la trame du film, hein, je rappelle. C'est jamais que 25 minutes sur 2h30 de film à peu près. La trame principale, c'est vraiment cette recherche du soldat Ryan. Et ça prouve également la volonté de Steven Spielberg de humaniser la guerre. Il ne va pas filmer la bataille de Normandie, il va filmer le sauvetage d'un homme. Et c'est ça qui est très important. Et d'ailleurs, il y a Tom Sizemore qui dit dans le film, il résume le film en une phrase. Sauf que cette fois, la mission est un homme. Et c'est ça qu'a voulu Steven Spielberg via « Il faut sauver le soldat Ryan ». C'est de montrer que ces soldats américains qui ont débarqué en Europe, eux qui n'avaient jamais mis les pieds en Europe de leur vie, certains n'avaient même jamais quitté le territoire américain, eh bien, découvrent l'inconnu. C'est ça qu'a voulu faire Steven Spielberg, c'est vraiment mettre l'individu au-dessus de la guerre. Et pour bien comprendre ça, il l'a montré via le capitaine John H. Miller. Alors là, le capitaine John H. Miller, c'est vraiment lui le héros du film en fait. Le soldat Ryan, il est sur l'affiche, mais tout tourne autour du prisme du capitaine John H. Miller qui n'est pas a été inventé pour l'histoire, hein, même si, et ça c'est une petite anecdote de tournage assez marrante, c'est que la scène du début, on voit le vieux monsieur, donc on remarque d'ailleurs à la base que ce n'est pas le John H. Miller, hein, si vous regardez bien, il a un petit pins de la 101e aéroportée, donc pour ceux qui s'y connaissent en histoire, on peut bien comprendre que le personnage, le vieux monsieur qu'on voit au début du film, ce n'est pas le capitaine John H. Miller qui fait partie du 2e Rangers. Eh bien, c'est une petite anecdote de tournage qu'on voit dans le making-of, c'est que la scène devant la pierre, donc pierre tombale du capitaine John H. Miller, a été tournée à une dizaine de mètres d'un vrai soldat Miller, mais il s'appelait pas John, hein, je ne sais plus son prénom, mais c'est un vrai soldat américain, Miller,
de Pennsylvanie, comme le capitaine John H. Miller, qui était là, une tombe qui est à 5 mètres du lieu de tournage, quoi. Et c'est assez incroyable de se dire, il ne s'attendait pas du tout, au fait, et c'était quelque chose de totalement involontaire. Donc ça, vous regardez le making-of, c'est bien expliqué. Donc voilà. Donc tout tourne autour du prisme du capitaine John H. Miller. Alors pourquoi est-ce que c'est via John H. Miller qu'on voit cette déconstruction du mythe du soldat américain? Le capitaine Miller, dès le début du film, avec le débarquement en Normandie, on nous le dépeint vraiment comme la base même du soldat américain. On le voit débarquer, on le voit prendre des bonnes décisions, on le voit mener ses hommes, motiver ses hommes, on le voit créer la brèche sur le secteur d'Oak Green, on le voit vraiment comme le soldat américain, style des années 60-70, sans peur et sans reproche. On le voit également par rapport à son peloton. Au début du film, ils essaient de savoir d'où provient le capitaine John H. Miller, à la fameuse cagnotte pour savoir ce qu'il faisait dans la vie et autres avant la guerre. Et il n'y en a aucun qui le sait. Et ils le disent même en rigolant. Le capitaine n'y est pas allé, on l'a assemblé à l'école des officiers avec des restes de GI morts. Pour montrer le point de vue de ces soldats qui voyaient en John H. Miller le capitaine, le brave capitaine, courageux, qui va mener ses hommes, etc. Mais en fait, au fur et à mesure du film, on va voir à quel point le capitaine John H. Miller, donc cette image du soldat américain sans peur et sans reproche, eh bien, va se tourner en un humain qui fait des erreurs. Et John H. Miller, il en fait plein des erreurs dans ce film.